Eh bien, voilà, bienvenue à tout le monde. Je suis très contente de vous voir ici. Puis on est accompagné par presque 15 personnes en ligne, je crois. Je ne sais pas si je suis comptée dedans ou pas là en ligne. Donc on est une bonne gang de gens qui sont là pour assister à la conférence de Jérémy Voix, qui, malgré son nom, ne s'intéresse pas à la voix tant que ça, mais plutôt aux oreilles. Et je pense que moi, la manière dont je te vois, toi, c'est t'as pris l'oreille et tu t'es dit, je vais voir ce qui est possible de faire avec l'oreille et je vais la retourner dans tous les sens, je vais insérer tout ce que je veux dedans et on va arriver à des choses. Donc pour moi, t'es complètement multitâche, t'es dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée, tu évolues dans l'industrie, tu évolues dans les milieux scientifiques. C'est officiel mais pas encore officiel, mais tu viens d'avoir une chaire CRSNG et tu es ici pour nous parler de ce que tu fais avec l'oreille. Et moi je pense que bientôt ce sera lire les pensées par exemple. Absolument. En tout cas, moi je commande cet appareil-là pour mes filles. Voilà, en tout cas, je suis super contente que tu aies accepté de venir nous parler aujourd'hui et on aura 15 minutes à la fin pour poser des questions et discuter avec toi. Et les personnes qui sont en ligne ont la possibilité de communiquer avec nous aussi. Je reprendrai les questions et les commentaires pour les poser à la fin aussi. Voilà. Génial, mais merci beaucoup pour cette très sympathique présentation. Donc effectivement, je suis très content d'être aujourd'hui parmi vous pour pouvoir vous présenter un petit peu le programme de recherche que j'ai donc établi depuis quelques années à l'ETS. Alors l'ETS, pour ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui êtes moins familiers, c'est donc une école de génie qui fait partie de l'Université du Québec, de l'UQ, et qui se situe au centre-ville. Ça, c'est la belle vue de l'ETS un dimanche soir, et donc à l'intersection Pile et Notre-Dame. Alors, j'ai effectivement depuis quelques semaines maintenant, l'information est publique, officielle mais non publique, ce qui va donc nous retenir un petit peu de diffuser la vidéo tout de suite. Donc, la direction d'une chaire CRSNG sur les technologies intra-auriculaires. Alors là, et pour frimer et vous épater un petit peu, et surtout pour sauver du temps, je n'ai même pas pris le soin de changer le titre de mon acétate. Et je vais vous présenter effectivement une toute petite partie de ce que j'avais présenté lorsque le comité visiteur est venu donc cet été, le 9 août, pour faire l'évaluation. Donc on va discuter un petit peu de ce que c'est que la technologie intra-auriculaire, l'oreille bionique. Et puis j'ai aussi un petit agenda secret, comme on dit. Et mon petit agenda secret, c'est que effectivement j'ai beaucoup d'intérêt à être ici parce que je suis très intéressé effectivement par l'expertise que vous avez probablement beaucoup en audiologie. Et il y aura effectivement, vous le verrez lorsque vous verrez ce petit pictogramme, il y aura des possibilités de collaboration, de stage ou de projets conjoints, je l'espère. Donc gardez un œil sur ce petit oncle Sam. Alors, quel est notre objectif? L'objectif de la chaire, il est bien simple. Voilà. Bon. Je reviens là. Donc l'objectif de la chaire, il est vraiment de développer avec notre partenaire industriel, je t'en prie, de développer donc avec notre partenaire industriel qui s'appelle EARS, E-E-R-S, une technologie qui va vraiment permettre de protéger les travailleurs dans le bruit. Alors vous le savez, vous l'avez entendu certainement en cours, le bruit industriel c'est un fléau. C'est un fléau qui est mondial, évidemment, il n'y a pas juste au Québec, mais au Québec, on a quand même 400 000 à 500 000 travailleurs qui, tous les jours, sont à risque de perdre leur audition. Donc c'est vraiment pour ces personnes-là, ces travailleurs-là, qu'on souhaite mettre des technologies au point. Et puis, on discute fort, là, sur le forum. Voilà, alors juste un petit insight comme ça, lorsque vous entendez parler évidemment de bruit au travail, vous avez probablement eu des bons professeurs qui vous ont dit, écoutez, l'ingénieur, et je suis ingénieur, sa responsabilité c'est de réduire d'abord le bruit des machines. Vous savez ce qu'on appelle le contrôle du bruit à la source, priorité numéro 1. Tout à fait vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il n'en reste pas moins que malgré tous les efforts qui ont été déployés dans les dernières années, et je parle de dernières décennies, finalement depuis la Seconde Guerre mondiale, on se rend compte que la prévalence de la perte auditive n'a pas cessé d'augmenter. Okay, aujourd'hui c'est un fléau mondial en industrie, c'est même un fléau mondial en termes de santé des populations. Si vous regardez le dernier rapport de l'OMS, il déclare qu'il y a 1,1 milliard de personnes qui sont à risque, qui mettent leur audition à risque tous les jours. Ça date de 2016. Et le pourquoi, c'est parce que dans le 1,1 milliard, on inclut évidemment toutes les personnes qui écoutent leur baladeur, leur MP3, etc., etc. Donc je pense que vous êtes très au fait de ça, mais c'est là où je vais renforcer le message, c'est que bien sûr on travaille à la protection individuelle, mais c'est parce qu'on pense qu'en concevant mieux
ces protecteurs auditifs en faisant qu'ils remédient aux problèmes d'inconfort qui sont traditionnels et en développant également des technologies de wearable, donc d'objets connectés, on va être capable de faire un grand pas. Donc c'est à ça que je vous invite également à participer. Alors voilà un petit peu la vue du prototype industriel. Et puis, eh bien, pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de ce système-là, eh bien, il y a finalement 3 grandes fonctions. Donc à gauche, vous voyez la protection auditive, la communication dans le bruit, et finalement le in-ear sensing, donc la capacité de lire des signaux intra-auriculaires. Avant d'aller vraiment vers ces points qui sont un peu techniques, je vais vous présenter un petit peu d'où on vient. Ça va vous permettre de mieux comprendre un petit peu le genre d'équipe que l'on est. Et donc d'où on vient, je vais vous présenter notre passé, également notre structure actuelle. Et notre passé a commencé donc finalement en 2010, lorsque j'ai commencé comme professeur à l'ETS. Mais avant ça, je travaillais dans l'industrie, dans une compagnie qui s'appelait Sonomax, qui s'appelle toujours Sonomax, et qui donc, depuis 2010, a financé une première chaire, qu'on appelait la chaire Critias. Et l'expertise qui a été développée par Sonomax est assez unique. C'est une compagnie montréalaise qui a développé vraiment un protecteur auditif assez unique, puisqu'il va être, vous allez voir, moulé instantanément, sur mesure, à l'oreille du travailleur, et on va pouvoir le tester. Et ça a évidemment eu beaucoup d'influence. Donc là, ce que je vous présente, c'est finalement que durant les 5 dernières années, j'avais eu un financement de cette compagnie qui s'appelait Sonomax, qui s'appelle maintenant Ears, et puis que ce qu'on a vraiment développé durant les années où j'étais chef de la direction technologique, c'était vraiment une solution pour la protection auditive en milieu industriel. Alors si je vous présente les protecteurs auditifs, vous les reconnaissez, et ce que vous savez peut-être, c'est que tous ces protecteurs que vous voyez, le bouchon jaune, les petits bouchons jetables, les prémoulés, les moulés, les coquilles, etc., elles souffrent de 2 grands problèmes. Donc les problèmes traditionnels, c'est le manque de confort. Et ça, c'est un manque de confort qui est à la fois au niveau biomécanique, ça fait mal, les travailleurs n'aiment pas porter ça, vous n'aimez pas porter ça parce que c'est inconfortable. Et c'est aussi un problème que j'appellerais un confort acoustique. Vous n'aimez pas les porter parce que ça vous coupe des signaux utiles et souvent ça vous surprotège. Si vous êtes musicien, vous savez que vous ne pouvez pas jouer avec parce que ça devient très compliqué de percevoir l'environnement. Le deuxième gros problème, et ça c'était vraiment le problème industriel, c'est que tous les protecteurs que vous achetez, commerciaux disponibles, malheureusement, leur atténuation certifiée n'est jamais celle que vous allez avoir sur le terrain. Donc il y a vraiment un problème en termes de performance. On était incapable de vraiment estimer précisément l'atténuation de chacun de ces protecteurs. Alors, c'est vraiment ça qui a dicté finalement mon doctorat à l'époque, donc en collaboration avec Sonomax, à l'ETS. Et pour finalement régler le problème du confort, une première idée, ça a été de développer un protecteur qui allait être fait sur mesure instantanément. Et pour le problème acoustique, ce qu'on allait faire, c'est simplement mettre un filtre à l'intérieur de ce protecteur auditif. Finalement, pour la performance qui est inconnue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer un système de mesure, ce que vous avez ici à droite, un système avec un microphone, un doublet microphonique, je vais y revenir dans un instant. Donc pour revenir un petit peu au bouchon Sonomax, que certains d'entre vous en connaissent peut-être ou ont vu, parce que ça fait quand même maintenant plus de 16 ans que c'est disponible commercialement. On a eu toute une évolution, vous les voyez durant les années, différentes versions de ce bouchon qui allait se mouler instantanément à l'oreille. Alors pour vous donner un exemple de comment on fait, parce que vous avez tous vu déjà des prises d'impression pour des prothèses ou pour des dispositifs intra-auriculaires, ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est comment Sonomax s'y prenait, avec ici donc un système d'injecteurs qui vont se trouver dans cette cartouche qui est portée sur la tête du travailleur. Et vous voyez qu'on vient d'actionner ici la libération d'un mélange de silicone qui va venir s'engouffrer finalement et gonfler une enveloppe expansible qui recouvre un bouchon générique. Et en faisant ce moulage, il y a une partie du surplus qui est évacuée. Et au bout de 3 minutes, on va avoir quelque chose qui va être thermoformé et qu'on va pouvoir équiper d'une protection comme ici pour en faire un protecteur auditif. Il y avait des versions commerciales qui ont été sorties, qui sont disponibles, qui sont des écouteurs. Donc vous pouvez avoir en 3 minutes une paire d'écouteurs faite custom à votre oreille et vous achetez ça directement dans un magasin sans aller voir nécessairement un professionnel. Donc voilà un petit peu le procédé. Et évidemment, ce que ça a donné lieu à toute une branche de produits, je vous en ai parlé, donc les protecteurs auditifs qui sont beaucoup utilisés, et puis donc des systèmes d'écoute personnalisés. Là où je voulais reparler un petit peu de l'atténuation, c'est donc l'idée de finalement tester individuellement chacun des protecteurs auditifs. Donc l'idée est très simple, le concept fonctionne simplement, vous voyez ici un petit soundbar, un petit évent tube acoustique qui traverse le protecteur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer donc ce doublet microphonique. On mesure la pression acoustique sous le protecteur, la pression acoustique à l'extérieur, et en présence d'un bruit, on va mesurer finalement une fonction de transfert et donc voir
extérieur moins intérieur, ça donne l'atténuation du protecteur. Et donc ça, c'était néanmoins la première fois qu'on était capable de tester sur chacun des travailleurs l'atténuation vraiment que le travailleur avait, donc l'atténuation effective du protecteur en milieu industriel. Donc ça a donné lieu à, effectivement, donc, les développements commerciaux, je vous en ai parlé, les protecteurs sur mesure. Mais là où je voulais insister un petit peu, c'est parce que c'est vraiment mon claim to fame, là, c'est la mise au point de ce système de fit test. Donc aujourd'hui, on appelle ça du fit test. Puis ceux qui ont fait des cours d'hygiène industrielle, vous savez que le fit test, ça existait pour les masques respiratoires. On pouvait tester l'étanchéité d'un masque respiratoire en faisant justement un fit test. C'est un peu le même paradigme qu'on utilise. Sauf qu'ici, on va l'utiliser donc avec une source acoustique. Et puis, ce qui est assez amusant dans l'histoire, c'est que finalement, c'est une technologie qui a été développée donc, durant mon doctorat à l'ETS, et puis qui a été rachetée ensuite par, un truchement, mais finalement par 3M, qui aujourd'hui le commercialise à grande vapeur, et ça a donné vraiment un second souffle à tous leurs produits. Donc vous allez voir que, je vais vous montrer un tout petit vidéo qui a été tournée à l'époque où 3M vendait également le bouchon de Sonomax, mais aujourd'hui 3M évidemment ne s'intéresse pas du tout au bouchon custom, ce qui les intéressait c'était le bouchon jetable, de pouvoir tester le bouchon jetable. Donc je vous propose de regarder avec moi ce petit vidéo en anglais qui va vraiment vous donner de façon très efficace une vue. Ça crée un petit peu de lag. Hein. Ça, on ne touche à rien. Employers, safety directors, and hearing conservation professionals are faced with a critical question. What level of protection are workers really receiving from a hearing protector? On the job, in the real world. Now, EAR has the answer. The EarFit validation system. Until now, estimated protection levels were obtained using different test methods and derating schemes, often with conflicting answers. The most popular performance indicator is the noise reduction rate, NRR label, on a hearing protector's package. This number is based on a protector being perfectly fit in the ear canal by a professional under ideal conditions. Hardly the case in the real world, where as you see here, fit can be far from perfect, and conditions can be anything but ideal. Combine these factors with the unique shape of every person's ear canals, and it's easy to realize. Different people in different places are getting different protection levels. So who's getting protection, and how much are they getting? Well, now you can stop guessing and start knowing, because with the EarFit validation system, a technician can come on site and test, validate, and document the amount of protection each person is getting, quickly, simply, and accurately. Here's how the system works. EarFit's unique field microphone in real ear, F-Meyer technology, provides accurate, unbiased measurement. Keys to the system are a small dual-element microphone, advanced algorithm, and specially probed hearing protectors developed by EAR. Subjects fit their own test protector, just as they would on the job. Then the technician connects one microphone to the tube of the protector, leaving the other microphone exposed to the external sound field. When the technician activates the sound source, both the level inside and outside the ear are measured. It only takes 8 seconds to obtain data at 7 standard frequencies and ultimately validate a personal attenuation rating, or PAR, for each individual. That's only 8 seconds, and the critical protection question is answered. Then it's documented, with all PAR results being reviewed with the Hearing Conservation Program Administrator. These results are stored in a database and accessible for future reference. This information may be valuable for comparative purposes and in substantiating insurance claims. The EarFit validation system is test compatible with a variety of EAR hearing protectors, including the new Custom Ear, the only custom ear plug molded on-site and ready to wear in minutes. Custom Ear is form-fit to the shape of each ear canal by filling the plug's bladder chamber with a silicone solution. Once the silicone mold is set, the plug's acoustic seal is validated using the EarFit system. Then, protection levels can be tailored to specific wearer needs by inserting calibrated filters. Custom Ear makes getting personalized protection, fit, and comfort easier than ever. The EarFit validation system. Test,
validate, and document. Now you can stop asking the question about hearing protection levels and start knowing the answers for every worker. With the EarFit validation system, available exclusively from the leader in hearing conservation and protection, EAR. Voilà, alors ça c'était notre petit moment de notoriété. Ce qui est important que vous sachiez quand même, vous qui allez quand même aller sur le terrain et puis rencontrer éventuellement des travailleurs qui sont exposés au bruit, c'est que ça c'était un des premiers systèmes qui a été commercialisé, mais depuis il y a une douzaine de systèmes qui sont disponibles en Amérique du Nord pour du fit test. Et donc le gros enjeu en ce moment, c'est d'être capable de savoir, bon, lorsque l'un vous dit 32 dB et l'autre vous dit 28, quelle est vraiment l'atténuation du bouchon, parce qu'évidemment il y a encore un problème de métrologie, etc. Donc là, par exemple, au sein du Working Group 11 là, de la ANSI, American National Standard Institute, j'ai été responsable de finalement écrire le draft d'une nouvelle norme qui va s'appeler la S12.71, qui devrait sortir l'année prochaine ou dans 2 ans, qui vraiment établit comment définir les critères d'incertitude pour ce système de mesure. Donc c'est tout un nouvel enjeu, mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsque j'ai présenté cette idée au début de mon doc, donc il y a longtemps, je pense que c'était un salon de la QHSCC, l'Association québécoise pour l'hygiène, la santé et la sécurité au travail, quelque chose comme ça. Les gens me disaient, mais non Jérémy, ça va jamais se faire, on va jamais pouvoir tester individuellement sur chaque travailleur, etc. Tu n'imagines pas du tout ce que c'est en industrie. Et aujourd'hui, je vous le dis, il y a 12 systèmes commerciaux qui existent et la plupart des top 50 compagnies américaines le font. Donc elles achètent des produits, mais elles disent, peux-tu me garantir que tu es capable de faire du fit test? Donc c'est quand même une tendance de fond assez importante. Voilà, donc on arrête un petit peu pour le passé, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu d'où on venait. Et puis finalement, les outils qu'on a développés dans cette première chaire, c'est des outils qui ressemblent un petit peu à la plateforme que je vous présente ici à l'écran. Donc un bouchon qui va utiliser la technologie Sonomax, mais qui va à l'intérieur comprendre de l'électronique. Donc pour vous montrer un petit peu l'électronique qu'on a à l'intérieur, vous voyez ici des protecteurs, des microphones et des haut-parleurs qui sont typiquement utilisés en audioprothèse. Donc on va finalement les encapsuler à l'intérieur d'un matériel en bleu. On va mettre également un petit microphone à l'extérieur et avec un circuit électronique, un PCB entre les deux. Et donc ça va devenir finalement la partie oreillette instrumentée. C'est ce qu'on va avoir dans l'oreille, donc un micro intérieur, un haut-parleur intérieur et un microphone extérieur. On va pouvoir mettre dans un contour d'oreille, on va pouvoir mettre un petit peu d'électronique. Donc la batterie, une puce, etc. Et puis dans un premier temps, on avait une version filaire, donc on venait simplement brancher notre boîtier avec toute cette électronique. Évidemment, on vient mettre par-dessus l'embout intra-auriculaire que vous avez vu, celui dont on vient de parler depuis un petit moment, qui s'ajuste sur mesure. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le ARP, donc c'est Auditory Research Platform. C'est vraiment une plateforme de recherche intra-auriculaire avec laquelle tous mes étudiants font leur projet. Et Vincent a un timing exceptionnel puisqu'il est donc étudiant au doctorat dans mon équipe et précisément utilise cette plateforme-là pour faire par exemple de la mesure d'émissions auto-acoustiques. Donc c'est vraiment l'outil qui est partagé par toute l'équipe. Je vais vous passer les détails de l'électronique. Et donc, juste vous dire effectivement que dans le passé, on a eu pas mal de publications, de technologies développées, de preuves de concept, d'embauche d'étudiants par la compagnie Apple et autres. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi parce que effectivement, j'ai maintenant 3 étudiants qui travaillent à Cupertino en Californie. C'était mes premiers étudiants à la maîtrise et au doctorat. Et donc le premier, j'étais très très fier. D'ailleurs, je le suis toujours, c'est pour ça que je vous le dis. J'étais très fier du premier. Le deuxième, ça a commencé un peu à m'inquiéter parce que mon partenaire industriel disait c'est sympa de former tous ces étudiants et qui partent en Californie, mais qu'est-ce qu'on fait à Montréal? Et quand le troisième est parti, on s'est dit ok, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour retenir un petit peu cette expertise localement. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que ces 3 individus qui sont partis sont des individus qui sont convaincus. Et je peux vous dire que ce qu'ils font, et on ne peut rien vous dire d'autre, mais ce qu'ils font, et d'ailleurs je ne sais pas beaucoup plus, mais à l'intérieur, vraiment le fait d'avoir des appuis industriels, si on veut transformer les choses, il va falloir que les universitaires, les industriels et le législatif s'unissent. Et donc c'est vraiment pour ça que je suis content d'avoir quelques pions qui sont placés et qui effectivement de l'intérieur ont envie de changer les choses également en matière justement de faire des MP3 qui soient hearing healthy et des choses comme ça. Donc respectueux de l'audition. Voilà, alors dernier point pour présenter un petit peu l'équipe actuelle, ou plutôt les infrastructures actuelles. Je ne veux pas passer trop de temps, mais pour ceux qui ne sont pas encore venus nous rendre visite, juste vous dire que notre setup ressemble un petit peu au vôtre, mais un petit peu différent. Donc on a, comme vous, des cabines audiométriques dans lesquelles on fait beaucoup de tests sur des mannequins ou sur des sujets humains pour des tests d'atténuation sur les protecteurs auditifs. Donc c'est un peu notre expertise aussi. On est accrédité par les normes ANSI ISO. On a évidemment une chambre semi-anéchoïque dans laquelle on peut éventuellement rajouter donc, au sol des dièdres si besoin pour la rendre anéchoïque, avec encore une fois la tête artificielle au milieu. On a un système ici robotisé de mouvement pour la source, donc on peut déplacer la source sonore ou des microphones pour faire des HRTF et d'autres choses. On a aussi une chambre réverbérante
pour tester évidemment les propriétés acoustiques des matériaux, donc quelque chose de heavy duty. Nous, on l'utilise justement pour faire des environnements réalistes industriels. Si je mets 102 dB là-dedans et que je vous envoie avec les protecteurs auditifs et je vous demande de communiquer, on va voir comment ça se passe et on le voit très rapidement. Vous remarquerez qu'il y a ici une fenêtre en fait de mesure qui permet de mesurer ce qu'on appelle les pertes par transmission des matériaux acoustiques, des choses qu'on utilise beaucoup en ingénierie aussi. Autre chose qu'on utilise depuis peu de temps, c'est donc vous connaissez ça, les tubes d'impédance, mais on a ici des systèmes qui permettent de caractériser vraiment les matériaux de façon profonde, propriété acoustique des matériaux, notamment poreux. Donc tous les absorbants, on peut calculer, mesurer leur porosité, tortuosité, résistance à l'écoulement et autres et autres. Donc voilà le genre d'expertise qu'on fait. Et puis on utilise des sujets humains. Quand on n'a rien d'autre, on prend des étudiants. Et donc là, par exemple, vous voyez un petit peu le genre de mesure qu'on va faire avec ici un étudiant qui va être instrumenté avec vraiment des microphones qu'on va les placer très proches du tympan, etc. Donc on a souvent eu affaire à des audiologistes qui étaient passés par ici pour nous guider sur comment placer ces microphones intra-auriculaires et autres, parce que beaucoup des mesures qu'on fait sont vraiment sur les sujets. Et quand on a évidemment, quand on peut, on prend une tête artificielle. Et en voici une. Donc voilà un petit peu les infrastructures. Et là, maintenant, on va passer le dernier slide juste pour vous présenter aussi la plateforme de développement. Donc vous comprenez qu'on a ces outils qui sont hérités finalement de l'industrie avec cet injecteur qui permet de faire des embouts intra-auriculaires très rapidement. Et puis on a également donc cette plateforme qu'on appelle ARP qui permet donc de faire tout le prototypage des algorithmes qui sont développés dans la chair. Donc vous voyez qu'il y a des filières, que a priori l'électronique et le DSP, le processeur numérique, se sont dans ce petit boîtier connectés donc aux oreilles avec un design industriel compatible un petit peu avec l'utilisation qu'on veut en faire. Alors, parlons, puisqu'il est grand temps, parlons un petit peu de ce qu'on fait effectivement dans la chair. Et donc, dans la chair, je vous l'ai dit, on s'intéresse à la protection auditive, la communication dans le bruit et je ne sais pas comment traduire, le in-ear sensing, donc finalement l'utilisation de biosignaux, on va dire. Alors, commençons par la protection auditive, puisque c'est vraiment de là qu'on vient. Il y a évidemment beaucoup de projets qui sont en cours. Un qui est bien avancé, c'est celui de bouchon intelligent, le Smart Earplug. Donc là, l'idée est simple, c'est que le travailleur, vous avez compris, est équipé de cette petite puce. Il y a un microphone à l'extérieur, vous l'avez déjà vu. Il est ici à gauche, je vous rappelle. Il y a un haut-parleur à l'intérieur. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'il entende juste les signaux utiles. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On lui laisse passer la parole, les signaux d'alarme, et on coupe le bruit. Comment on le fait ? Bien, vous voyez ici schématiquement un petit peu les algorithmes qui sont utilisés. On va utiliser en fait de la modulation d'enveloppe. Mais en gros, vous voyez ici le signal non bruité, le signal bruité, et puis le signal débruité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une approche qui est très très low cost, et pour laquelle on va avoir légèrement dégradé le signal, mais l'intelligibilité semble être maintenue, voire même augmentée. Et vous le savez que c'est un grand enjeu, parce qu'enlever du bruit, c'est très facile, n'importe quel ingénieur peut vous le faire. Le problème, c'est qu'en enlevant du bruit, on améliore le rapport signal-bruit, on ne gagne pas forcément en intelligibilité. Donc nous, c'était évidemment de trouver quelque chose qui augmente l'intelligibilité de la parole. Vous savez évidemment comme c'est important. Alors, la plateforme, c'était la plateforme ARP, comme vous l'avez vu. Et donc, les premières expérimentations ont été faites sur ce module-là. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui est fait dans le passé pour lequel le partenaire industriel commence déjà d'ailleurs à mettre cet algorithme dans ses produits. Autre, on va dire, projet qui était intéressant, c'est le projet de dosimétrie intra-auriculaire. Donc vous l'avez compris, il y a un microphone qui est dans l'oreille. Et nous on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas l'utiliser pour mesurer vraiment l'exposition à laquelle le travailleur est soumis. Plutôt que mesurer son niveau d'exposition en prenant une mesure en l'absence du sujet, à la position de la tête, et puis en soustrayant l'atténuation du protecteur avec tous les problèmes que ça, mesurons directement à l'intérieur de l'oreille. Et là, vous allez dire, mais ça c'est très facile, il suffit effectivement de prendre le microphone intérieur, on fait le traitement conventionnel de calcul d'une dose, et on a finalement la dose de bruit intra-auriculaire qu'on peut ensuite utiliser. On pourrait par exemple avoir un protecteur qui se mette à flasher une petite lumière, et le superviseur vous voit et vous dit, ah, tu es à 90% de ta dose pour aujourd'hui, tu sais quoi ? Tu vas aller passer un coup de balai dans l'arrière de l'usine pour limiter ton exposition. Donc on pourrait avoir des approches très très différentes en termes de protection et conservation de l'ouïe. Mais figurez-vous que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Évidemment, je ne vous cache pas qu'à l'intérieur de l'oreille, il y a des tas de bruits. Un des bruits qu'il y a, évidemment, c'est votre parole. Lorsque je mets ce microphone dans votre oreille, je vais entendre très très bien votre parole. Vous allez en avoir un exemple dans un instant. Un autre problème, c'est que j'entends très bien vos mouvements de mâchoire. Si vous portez un bouchon et que vous mâchez de la gomme, je peux vous dire que ça fait énormément de bruit. Ça fait même tellement de bruit que ça contribue à la dose de façon significative. Et ça, c'est une question de recherche. Personne n'a jamais publié à savoir si mâcher de la gomme avec un bouchon pouvait créer une surdité.
Et on ne le sait pas, et personne ne le sait. Est-ce qu'il y a un mécanisme de protection, comme lorsque vous criez, éventuellement un réflexe stapédien ou protection de l'oreille? On n'est pas sûr de ça. Donc nous, on est en train de mesurer avec et sans cet effet de la parole, des bruits internes, etc., pour savoir qu'est-ce qui est le plus relié à la perte auditive. Et figurez-vous qu'il est encore plus compliqué que ça. On s'est rendu compte il y a quelques années que, et c'était finalement les directives européennes sur les produits qui limitaient notamment l'exposition des MP3 et autres. Vous savez peut-être qu'en Europe, il y a une limite sur le niveau. Et la question qui s'est posée, et puis qu'on nous a posée, c'est mais quelle devrait être cette limite? À la combien on la met? 83, 85, etc. Vous savez qu'en hygiène, santé, sécurité du travail, on met 85 dB ou 90 dB au Québec comme étant l'exposition équivalente 8 heures, limite à ne pas dépasser. C'est ce qu'on appelle le critère. Alors, la question c'était, est-ce que ce critère qu'on a avec un micro lorsqu'il est mesuré au poste du travail, est-ce que c'est le même que lorsqu'on est à l'intérieur de l'oreille? Et là, tous vos collègues qui s'y connaissent vont dire non, non, il y a des transferts à faire, la fonction de transfert de l'oreille externe, etc. Il y avait une question néanmoins qui est restée en suspens et à laquelle personne n'a la réponse pour le moment. C'est est-ce que si je mesure finalement à l'intérieur de l'oreille avec des petits microphones, et je vais vous montrer le setup qu'on a fait, je vais mesurer dans l'oreille gauche ici avec un microphone sonde qui est placé très proche du tympan. Dans l'oreille droite avec un microphone sonde qui est placé très proche du tympan, au même endroit. Et ici un bouchon sur cette oreille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer des sources, donc je vais placer un casque d'écoute. Vous le voyez ici, le casque d'écoute. Et je vais demander à un sujet d'égaliser, avec un test de Sony, je vais égaliser la Sony à droite et à gauche pour avoir donc la même perception sonore. Et évidemment, on se doute bien que puisqu'il y a un bouchon ici, il va falloir injecter pas mal de plus de signal sur cette oreille qui est protégée. Néanmoins, on s'attendrait à ce que lorsqu'il y a égalisation de Sony, il y ait les mêmes niveaux de pression acoustique au tympan de part et d'autre. Et quelle est la conclusion à laquelle on est arrivé selon vous? Il y a eu un décalage, et où est-ce qu'il a fallu qu'on mette plus d'énergie pour avoir égalisation de Sony? Qui pense que c'est dans l'oreille qui était ouverte? Pas grand monde. Qui pense que c'était dans l'oreille qui était occluse? Une personne. 2 personnes. 3 personnes. Eh bien, écoutez, la tendance est la bonne en tout cas, puisqu'effectivement, c'est tout à fait ce qu'on a vu. On a vu qu'il fallait effectivement injecter plus de signal dans l'oreille qui était protégée pour induire finalement la même sensation. Autrement dit, le niveau de pression acoustique n'était pas suffisant pour décrire, ne correspondait pas tout à fait à l'égalisation de Sony. Et ça, c'est un gros effet, puisque vous voyez qu'il va à 125 Hz, autour de 6 décibels, et bon, jusqu'aux fréquences médianes de 1 kHz. On ne s'intéresse pas trop aux hautes fréquences parce qu'il y a des résonances du conduit auditif, tout ça. Mais en basse fréquence, on a cet effet-là. Puis ceux qui connaissent un peu leur littérature sur les perceptions sonores savent qu'il y a eu longtemps un débat, pendant 40 ans en acoustique, sur ce qu'on appelait le Missing 6 dB. Bon, ceux qui pensent que c'est encore ça l'effet, on pense que non. On pense que c'est vraiment un effet différent de ce qui a été précédemment vu. Néanmoins, on a besoin de votre expertise. Parce que là, on n'est pas tout à fait sûr de ce à quoi on est en train de se frotter. Et ce serait très intéressant qu'il y ait un audiologiste ou quelqu'un avec un background un petit peu clinique qui vienne aussi nous prêter main forte pour cette étude-là. Et voilà, donc si on avait la réponse, on arriverait vraiment à corriger et à donner des recommandations sur quel est le niveau intra-auriculaire qu'on doit utiliser comme étant le critère, c'est-à-dire le niveau limite. Donc voilà un petit peu le genre de recherche induite par nos développements. Un autre projet qui peut vous intéresser, et je suis sûr qu'il y a parmi vous des musiciens, et je l'ai dit au début, c'est pas très facile de protéger un musicien simplement avec un bouchon passif. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir en gros 2 problèmes. Le premier problème, c'est que quand vous mettez quelque chose dans votre oreille, vous avez tendance à beaucoup vous entendre. On appelle ça l'effet d'occlusion, donc c'est très embêtant. Et deuxième problème, c'est ce qu'on va appeler, c'est le fait que le bouchon évidemment n'atténue pas de façon uniforme en fréquence, et donc dénature complètement la balance spectrale ou l'équilibre sonore de votre mix. Alors ces 2 problèmes-là, on les a effectivement bien regardés. Donc le premier problème qu'on appelle l'effet d'occlusion, vous le comprenez, lorsque je parle, mais les tissus, la boîte crânienne est en vibration, il y a un chemin solidien à travers les os de la boîte crânienne, une conduction osseuse, on fait revibrer les parois du conduit auditif, on régénère un niveau de pression acoustique, mais qui a priori peut s'échapper, puisque l'oreille est ouverte. Lorsque l'oreille est bouchée, évidemment, ce niveau-là ne peut pas s'échapper et on va s'entendre très très fort, on entend ce boominess, c'est grave en excès. Alors, pour vous montrer le résultat, je vous demande ici simplement de mettre un micro dans l'oreille et je vous demande de prononcer, je pense que c'est un phonème, ça doit être probablement le A, et vous voyez un petit peu
Donc vous voyez les formants et vous voyez ici les niveaux. Donc 70 dB lorsque l'oreille est ouverte et on peut monter à 105 dB lorsque l'oreille est fermée. Donc juste vous, avec votre propre parole, vous faites énormément de bruit à l'intérieur de l'oreille. Et ça, c'est ce que vous percevez et qui est très désagréable en très basse fréquence. Alors, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le fait qu'en baissant le niveau sonore, évidemment, je me retrouve à me déplacer probablement le long des courbes d'isosonie que vous reconnaissez ici. Et une des questions, c'est faudrait-il corriger finalement le spectre, la balance spectrale, par ces différences que j'ai en sautant d'une courbe à une autre le long des courbes isosones. Donc, ce sont les deux finalement questions de recherche. Et pour s'y prendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer évidemment de l'électronique, ça c'est le truc qu'on sait faire. Et on va donc corriger par un contrôle actif des basses fréquences, donc un petit peu comme le contrôle actif que vous avez déjà vu dans les casques Bose, pour ne pas les nommer. On envoie un anti-bruit pour annuler finalement le bruit de l'avion, du cockpit, etc. Super confortable. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va annuler votre propre bruit. Donc c'est un peu le même système, mais on annule le son qui est généré par votre boîte crânienne. Et en haute fréquence, on va réinjecter les aigus qui finalement ont été coupés par l'atténuation passive du protecteur. Alors le résultat, j'ai pensé que le mieux, ce serait d'inviter Antoine Bernier, qui est l'étudiant qui travaille là-dessus, pour vous le présenter. C'est un petit vidéo qui va durer 4 minutes et vous allez vous rendre dans son oreille. Par la magie de l'Internet. Antoine, c'est à toi quand tu veux. J'hésite, j'ai presque envie de cliquer sur la chose là, au risque de péril de la présentation. Allô. Bon, écoutez, l'alternative, je vous la fais tout de suite. Je crois que j'ai une vidéo sur ma clé, mais ça c'est très très audacieux. On est réellement censé être en ligne avec elle ? Non, c'est vraiment une vidéo. Écoutez, on essaye ça rapidement. Normalement, ici la présentation. Ok, bon, le fichier n'a pas l'air d'être reconnu, donc on va laisser faire. C'est un fichier Move. Alright, je vais essayer tout ça. Currently hearing me through the inside microphone of the earpiece, so that when I wear them, you can hear what's going on inside my ear canals, and you can hear what I hear. So before I wear them, I want to show you how loud the music that I'll be using is. So I definitely have to raise my voice, and this is really a situation where I would want to wear some HPD, so I'm going to do it. You're hearing, as I hear myself right now, and this is very big. So as I turn the active reduction up and down, you should hear the low frequency down of my voice reach my natural level. So let me turn it up, and the boominess out on the way for me, and let me turn it back down, and the boominess is back. So just humming. So maybe I turn it back up. So now, if I play the music and turn the active noise reduction up and down, you should hear the low frequency content of the music go up and down. So right now it is more down, and if I turn it down, it becomes more booming.
that's up. And that's done. Okay. So now I'm going to show you the effect of raising the volume from the other ear microphone. So I increase the volume. And this allows me to obtain a variable attenuation. So let me turn it to unity gain. So this feels very natural to me. And now I'm going to turn it down. Still it goes away. So let me put some music. I can now select the level of my attenuation. Okay. And then last but not least, there is an auxiliary input so that the sound engineer could send me a monitor mix. So say I was a singer and this was my live microphone, I could have some of this sent back directly inside my ears and use the outside microphone, still use the outside microphone of my earpiece to hear what's going on around me and be connected to the crowd. So let me demo that. I'm just going to raise the auxiliary input. And now this microphone is sent back directly to my mix inside my ears. And if I speak into it, I can have an ideal situation for me to perform. So let me turn the ANC back off again. Thank you. Voilà. It's sent back. Donc là vous avez une petite, ah ben voilà, c'était bien une erreur. Vous avez une petite démonstration de ce que c'était effectivement donc le contrôle actif de l'effet d'occlusion. Et ce qui est vraiment intéressant lorsque vous le mettez, c'est que vous avez d'un seul coup un protecteur, mais vous avez l'impression de ne pas avoir de protecteur. Autrement dit, pour avoir de la protection, ne même pas savoir, ne pas sentir d'un point de vue acoustique qu'il y a un protecteur dans votre oreille. Ça, c'est amusant. Et là aussi, on a besoin de vous. Pourquoi? Mais figurez-vous que ça enclenche beaucoup de recherches. L'effet d'occlusion, il est connu, on peut le mesurer avec un microphone, on peut le mesurer aussi d'un point de vue psychoacoustique. Personne n'a jamais fait le lien vraiment entre l'aspect objectif et subjectif de l'effet d'occlusion. Donc ça, c'est vraiment des études qui manquent. Est-ce que si je vous dis qu'il y a 12 dB d'amplification, comme on a vu sur le graphe, est-ce que ça, c'est très gênant, pas trop gênant, pas gênant? Personne n'a vraiment fait la comparaison objectif-subjectif. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on veut faire. On a évidemment beaucoup de validations à faire sur ce bouchon de musicien. On va faire des études, on est affilié au CERMIT, le centre de McGill, multidisciplinaire en médias et technologie. On va apprendre des musiciens et leur faire également trouver quelle est la target response curve, quelle est la réponse en fréquence qu'ils cherchent. Parce qu'on l'a vu, l'égalisation de Sony, enfin ou le changement de Sony, on peut corriger par ça, mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez entendre comme mix lorsque vous êtes 20 dB moins fort? Personne n'a vraiment la réponse. Donc c'est le genre de paradigme qu'on veut explorer. Donc là encore, si vous êtes intéressé, il y a de la place pour une collaboration. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour dans la protection. On va aller un petit peu dans la communication dans le bruit. Et puis, oui. Ah, excuse-moi. Oui, en fait, je me demandais si ces bouchons-là vont pouvoir être utilisés. Justement, il parlait pour un retour de voix. Oui. Est-ce que ça pourrait être un moniteur pour l'ensemble en fait, des instruments de musique? Exemple, un musicien qui est dans un orchestre symphonique, il pourrait avoir un effet d'atténuation, mais il pourrait peut-être avoir une espèce de moniteur lié à tout ça. Étant donné qu'on atténue certaines fréquences, par exemple, je suis en avant, je suis violoniste, mais peut-être que le fait que j'ai un protecteur va couper, exemple, la percussion en arrière, mais je peux la récupérer d'une certaine façon avec un moniteur. Oui, alors on n'est peut-être pas non plus rendu à pouvoir faire de la séparation de sources et distinguer percussion versus corde et autres, mais ce qu'on pourrait certainement faire, c'est demander à chacun de balancer, d'équilibrer finalement, d'avoir le mix qui lui plaît. Donc c'est un petit peu là-dedans cette perspective qu'on travaille. Antoine est très connecté avec une équipe de audio engineers qui travaille beaucoup sur des stage monitors là. Et voilà, sans les nommer, c'est une artiste qui est bien connue au Québec et qui était le 7 et 8 août en concert à Montréal. Et donc on a eu l'occasion de faire des réglages avec leur équipe et ça marche relativement bien. Donc pour le moment on a n égale 1, mais effectivement à l'avenir on pourrait envisager qu'il y ait plus d'égalisation qui soit faite pour plus de musiciens. Voilà, donc la communication dans le bruit, c'est un grand problème. Vous savez bien, quand vous avez des protecteurs auditifs, qu'il y a beaucoup de bruit, comment se parler. Notre approche, c'est finalement d'utiliser le microphone qui est dans l'oreille, tout simplement, de capter la voix, vous avez entendu celle d'Antoine, la trafiquer pour la rendre plus intelligible et l'envoyer par signaux RF, donc soit FM, soit Bluetooth, soit Internet, ce que vous voulez. Ce qui est intéressant juste là, c'est le concept, je peux vous l'illustrer. On veut, puis parce que justement Ingrid s'intéresse à l'effort vocal, donc là ce qu'on veut essayer de faire, c'est de comprendre en fonction du bruit comment vous modulez finalement votre effort vocal
en fonction de la distance à laquelle vous voulez communiquer. Donc vous voyez l'idée ici, c'est que si vous êtes dans un bruit extrême, vous êtes le locuteur qui est au centre ici, si vous parlez à un niveau, vous n'allez pouvoir finalement rejoindre que quelqu'un qui va être à 5 mètres et moins. Par contre, si vous êtes dans un environnement très calme, évidemment pour le même niveau vocal, vous pouvez rentrer en contact ou en communication avec quelqu'un qui est à plus de 20 mètres. Et donc une des idées, c'est qu'on voudrait pouvoir moduler la transmission FM en fonction de l'effort vocal. Donc si je parle comme ça, c'est juste pour les premiers rangs, 3 mètres et moins. Et si je me mets à parler beaucoup plus fort, on voudrait que le message audio soit envoyé avec une petite étiquette qui dise « ça c'était pour 20 mètres et plus », parce que là Jérémy veut essayer de parler à tout le monde dans l'usine. Donc c'est un petit peu le genre d'environnement qu'on appelle RAVE, Radio Acoustical Virtual Environment, et pour lequel donc, on travaille évidemment avec notre partenaire industriel. Donc là, je n'ai pas le temps de vous présenter tous les résultats, mais ce que je voulais vous faire écouter, c'était la qualité du microphone. Donc le in-ear microphone, vous l'avez compris, c'est simplement ce microphone qui est dans l'oreille et qui va donc capter la voix occluse. Et cette voix occluse, vous l'avez entendu, je n'ai pas besoin de vous montrer le spectre, elle contient beaucoup plus de basses fréquences et moins d'aigus. Donc elle est en violette ici que la voix de référence en bleu. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour augmenter l'intelligibilité? On va effectivement faire du traitement de signal et recréer ces harmoniques qui manquent et puis corriger finalement pour la fonction de transfert primaire du bouchon. Ce que je voulais juste vous faire écouter, c'était ce que ça donnait en bruit industriel. Donc là, je vais vous faire écouter différents enregistrements sur cette plateforme ARP et à commencer donc par un signal de référence non bruité. C'est la référence. Donc écoutez la parole. On va la faire jouer dans un rapport signal bruit de 0 dB. C'est ce que vous entendiez en industrie si vous prenez le microphone extérieur. À l'intérieur, c'est très boomy, puis on entend encore du bruit, n'est-ce pas? Donc on va enlever on a complètement débruité, et maintenant on va recréer les formants qui manquent, ou les... Et si je compare à l'original qui était non bruité, vous voyez, on n'est plus très loin. La question c'est de savoir de combien en termes d'intelligibilité. Mais ça, ce qui est sûr, c'est que c'est pas mal plus intelligible que ce qu'on avait au départ lorsqu'on était dans un rapport signal brut 0. Donc ça, c'est un petit peu tout le traitement évidemment qu'on fait pour ce qu'on appelle l'extension spectrale et le débruitage avec du filtrage adaptatif. Et là, je pense qu'on avait aussi besoin de vous. J'ai oublié de vous le dire. Mais pourquoi on a besoin de vous, c'est parce que, figurez-vous que vous avez tous fait, ou vous allez tous faire des tests de parole dans le bruit, intelligibilité, hint et choses comme ça. Un gros problème que je ne comprends pas, c'est pourquoi les corpus qu'on nous remet sont des paroles de type qui parlent super calmement, alors que moi, mon gars est en détresse, il est tombé par terre, il s'est fait frapper par un chariot élévateur, etc. Et j'ai pas d'effet lombar, j'ai pas d'effet de panique, il n'y a rien dans la voix, et évidemment l'intelligibilité, elle est tout à fait différente d'une situation à l'autre. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est créer finalement une base de données de signaux intra-auriculaires, donc qui seraient vraiment enregistrés dans l'oreille brute, et de regarder effectivement comment différentes équipes sont capables d'améliorer l'intelligibilité de ces signaux-là et puis aussi de finalement avoir des échantillons beaucoup plus représentatifs de la réalité. Voilà, alors il me reste quand même quelques minutes pour vous présenter la dernière partie de nos projets de recherche qui ont attrait finalement à tout ce qu'on peut faire à l'intérieur de l'oreille. Et je pense qu'Ingrid l'a très bien dit en présentation, je crois vraiment que l'oreille c'est l'organe numéro 1 du corps humain. On va faire tout ce qu'on peut dedans et une chose qu'on a remarqué qu'on pouvait faire évidemment, vous le savez, c'est mesurer donc les émissions auto-acoustiques. Donc les émissions auto-acoustiques, pour ceux qui sont moins familiers, l'approche par produit distorsion, ça consiste simplement à envoyer deux stimuli à deux tons purs, F1 et F2, et mesurer la réponse qui va être produite finalement originant des solides ciliés externes à l'intérieur de la cochlée, qui nous donne un produit distorsion à une fréquence F3 qui est précisément de F1 moins F2, donc l'on sait précisément où attendre. La difficulté, c'est que ce signal de mesure est à très bas rapport signal-bruit, dans le sens où on émerge très peu du bruit de fond, et c'est des signaux très très faibles à la limite de ce qu'on peut mesurer avec nos systèmes actuels. Donc là, c'est effectivement le projet de Vincent que je vous présente. Ce qu'a fait Vincent durant sa maîtrise, c'était un système que je vais passer rapidement, dans lequel on allait finalement mesurer, vous voyez les deux haut-parleurs dans l'oreille gauche qui vont envoyer des stimuli, le microphone de mesure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va débruiter ce microphone-là en utilisant le microphone extérieur. Autrement dit, je suis capable d'enlever tout le bruit de la mesure et je vais pouvoir faire ma mesure dans des environnements beaucoup plus bruyants, voire même dans un vrai environnement de travail. Et on va utiliser le microphone contralatéral
pour débrouiller finalement tous les bruits qu'on appelle physiologiques. Si la personne parle, si on entend sa respiration, battement cardiaque, etc., tout ça on peut le filtrer. Et le résultat finalement, c'est qu'on va avoir un système portable qui va s'intégrer à l'intérieur du protecteur auditif. Et le système, vous voyez ici Vincent qui le porte fièrement. Il ressemble à un protecteur auditif avec une grosse natte, mais néanmoins avec une petite interface qui va permettre donc de protéger, le bouchon permet de protéger le travailleur et de mesurer en permanence finalement les émissions auto-acoustiques. Et ce que l'on a mis en évidence par ce graphe qui est très clair, je pense, c'est que ce système était capable de finalement donner des résultats lorsque le contrôle actif du bruit est activé, des résultats qui étaient proches des résultats cliniques, mais néanmoins en présence de bruit important. Et là, le bruit important, c'était des niveaux de bruit industriel de 75 décibels, dans cette mesure-là. Donc, autrement dit, on est capable de mesurer en présence de bruit, ce qu'un équipement clinique ne pourrait pas faire. Donc, là encore, le We Need You, c'est parce qu'on a besoin effectivement de valider ce système-là et le valider pour justement regarder si on est capable d'établir un lien entre la dose. Vous vous rappelez que je mesure la dose de bruit, je mesure la fatigue auditive. Est-ce qu'on est capable de mesurer une relation dose-réponse individualisée et voir que peut-être qu'une personne effectivement a un problème à une dose de 85 décibels 8 heures, peut-être que quelqu'un est un peu plus susceptible et que c'est à des niveaux de 80 dB et ainsi de suite. Donc c'est un peu l'approche vers laquelle on veut aller. Et pour finir, je vous ai parlé de tous les signaux qu'on entendait dans l'oreille, je vous ai parlé du bruit physiologique, mais figurez-vous que ce qui est bruit peut être intéressant aussi. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va extraire finalement des informations, ce qu'on appelle des biosignaux, et être capable par exemple d'écouter votre respiration, vos battements cardiaques, simplement à partir du microphone qui est dans l'oreille. Donc on n'a besoin de rien d'autre, c'est juste du traitement de signal, pas besoin de rajouter des capteurs. Je vous montre un spectrogramme, et je pense que vous pouvez presque l'entendre. Alors ça c'est très basse fréquence, mais c'est effectivement, vous voyez, entre 10 et 40 Hz, c'est finalement la pulsation cardiaque, vous voyez ici l'échelle de temps, et c'est vraiment le signal qui est lié au battement cardiaque. Et ce qui est très amusant, c'est qu'en fait ce signal-là, il n'est pas très fort, vous voyez que c'est 30 dB, mais on est capable de le mesurer même dans des bruits extrêmes. Là on l'a fait en simulation, mais jusqu'à 120 dB, je peux mesurer votre cœur à l'intérieur de l'oreille. Pourquoi? Parce que la beauté, c'est qu'il n'y a aucune machine qui fasse vraiment le bruit d'un cœur. Donc le bruit d'une machine, c'est très très différent du bruit cardiaque, et donc je suis capable de démoduler l'un sans affecter l'autre. Donc vous voyez, ça c'était pour le cœur, et puis ce qu'on peut voir aussi sur le spectrogramme, vous voyez très bien les phases d'inspiration et d'expiration, et donc là c'est une application qu'on regarde pour pouvoir justement monitorer des personnes. Pensez à des travailleurs comme des mineurs qui sont dans des milieux confinés, très loin, etc. On veut savoir est-ce qu'ils respirent bien, est-ce qu'ils respirent par le nez, par la bouche, et on est capable, en connaissant ça, le battement cardiaque, on est capable de trouver effectivement des indicateurs de Wealth Index, donc des indicateurs de santé, à partir de la mesure intra-auriculaire. Et puis je crois que j'ai oublié de l'animer ici, mais on a une petite application qui va vous plaire, un peu futuriste, puisqu'on parlait de lire les pensées, mais effectivement, on ne recule devant rien, et notre prochaine application, c'est effectivement d'aller lire les ondes cérébrales, à partir de ce qu'on appelle donc des BCI, donc vous connaissez tous les Brain Computer Interface, et qui utilisent souvent donc de l'EEG, l'électroencéphalographie. Et nous, ce que l'on a décidé de faire, c'est finalement, on s'est inspiré d'un article qui était sorti il y a quelques années en Angleterre, dans lequel ils avaient tenté de mettre des électrodes, vous voyez, dans l'oreille. Et évidemment, on a repris leur idée, mais en faisant beaucoup mieux. Et ce qu'on a décidé, enfin ce qu'on a trouvé, c'est exactement où mettre les électrodes, parce qu'on a quand même une bonne compréhension de la mécanique intra-auriculaire. Et donc, ce qu'on a finalement designé, c'est quelque chose qui permet de mesurer à l'intérieur et à l'extérieur des ondes cérébrales par EEG. Et je vous montre le prototype, ça va être plus rapide. Donc voilà le prototype. Vous voyez les électrodes, il y en a 5, il y en a 3 en périphérie, donc à l'extérieur de l'oreille, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et il y en a 2 à l'intérieur de l'oreille. Et en passant, je vous le dis, là, mais la référence, le signal de référence à l'intérieur de l'oreille est extrêmement stable, extrêmement bon. Et vous voyez ici qu'on a sur c'est un collaborateur qui ici a de l'audio. Donc ce qu'il va être capable de faire, c'est qu'on va avoir à la fois de l'EEG et de l'audio. Et donc on va pouvoir faire des potentiels auditifs évoqués. Et là, on avait fait un petit paradigme de auditory oddball. Et vous pouvez voir les résultats en comparaison avec un scalp EEG. Donc avec un bonnet, et donc vous voyez ici la référence qui était CZ, donc à droite, et puis ici la référence qui est la conque, donc la conque c'est le bol. Bon, les potentiels sont inversés juste parce qu'on a inversé référence et probe, mais vous voyez donc les références, les potentiels qui sont évoqués versus les valeurs déviantes ou
vous voyez qu'on a les mêmes potentiels finalement que sur un full Skype pour des paradigmes assez simples comme un auditory oddball. Voilà, donc je pense que ça termine ma présentation, et donc je pense que vous l'avez compris que ce travailleur-là attend beaucoup de choses de nous, de chercheurs, et je pense effectivement que si vous avez de l'intérêt pour rejoindre notre équipe pour des collaborations, eh bien vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Ok, on a déjà une première question, elle est là. Allô, merci. Oui. Je m'appelle Fédra, je suis prof ici. Je travaille sur le langage. J'utilise les potentiels évoqués, donc c'est très loin de ce que tu fais, mais je suis vraiment curieuse à propos de la reconstruction du signal que tu as fait pour la voix de la femme. Il y avait beaucoup de clics dedans. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Est-ce que c'est un problème? Parce que pour moi, je trouve ça vraiment énervant d'entendre ça. Puis j'imagine qu'il y a quelqu'un qui aurait ça dans l'oreille pourrait trouver ça pénible. Oui, ce qu'on a fait comme test, on a fait des tests de qualité, donc avec des tests Moshra là, pour faire du rating en termes de qualité, vérifié par rapport aux références non filtrées et autres. Ce qu'on sait, c'est que les gens vont préférer ce signal-là au signal complètement bruité, évidemment. Je pense qu'il faut s'entendre que on est quand même dans des milieux très très durs, hein, travailleurs en milieu industriel, etc. Donc je pense que le sound quality jusqu'à percevoir ces petits clics, qui effectivement sont des non-linéarités qu'on introduit volontairement par le traitement, volontairement ou non, par le traitement qu'on fait, c'est pas quelque chose qui est pour le moment le premier souci, mais je le vois bien et je l'entends bien aussi. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on veut vraiment être capable de voir, c'est si l'intelligibilité a été augmentée ou non, versus un signal débruité plus classiquement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou quelqu'un a la réponse au problème d'occlusion? C'est relié à la dernière diapositive sur les potentiels évoqués. Je suis très curieux à savoir comment ça fonctionne parce que j'ai pas vraiment saisi la façon que ça fonctionnait. Okay. Et le genre de potentiel, parce que je parlais de potentiel de latence, donc de corticaux. Potentiel corticaux et non pas de citron cérébral. Non, c'est ça. Ouais. Potentiel auditif évoqué, donc avec une auditory oddball, donc c'était le terme français que je cherchais, voilà. Mismatch negativity, et donc vous connaissez le paradigme, le distracteur c'était une tonalité plus basse, et puis ce que devait faire le sujet, c'était simplement compter donc le nombre d'anomalies qu'il avait en fréquence. Oui. Comment c'est installé, c'est ça qui... Oui, bon, alors là, on a beaucoup de projets en cours parce qu'on a commencé à regarder aussi au niveau des potentiels auditifs évoqués stationnaires et multiples à SSM. Donc il y a différentes configurations. En réalité, ce que je vous ai montré là permet d'avoir correctement les potentiels auditifs évoqués, mais pas forcément tout ce qui vient du tronc cérébral qu'on va mesurer qu'on va mesurer ailleurs. Donc il y a différentes configurations d'électrodes selon un petit peu les signaux qu'on va aller chercher. Donc une des idées, si vous regardez, il y a une équipe à Oldenburg qui a développé un anneau qu'ils ont appelé le C-Trod, qui fait vraiment le pourtour de l'oreille et qui va vraiment permettre d'avoir un mapping beaucoup plus précis, et ils vont aller chercher des dipôles comme ceci, donc avec une référence interne et puis les potentiels qu'ils mesurent à l'extérieur. Donc après, je ne suis pas électrophysiologiste, moi je suis là pour donner finalement une instrumentation qui va être adaptée au conduit auditif, robuste à tous les mouvements et tous les artefacts liés finalement à la vie animée. Et voilà, donc ce qu'on fait, c'est développer par exemple des nouvelles technologies d'électrodes et pour maintenir finalement des contacts, des bonnes impédances, quel que soit le mouvement, quel que soit l'état de la personne, des choses comme ça. Est-ce qu'on a une autre question? Il y avait un bras là-bas? Je te demande juste pour venir comme ça. J'essaie de voir l'utilité de ce mode en fait d'enregistrement-là, parce que je me dis, dans les tâches auditives, tu sais, on va pas juste aller voir ces aides, on va aller voir d'autres points aussi au niveau du cerveau, au niveau cortical, il y a d'autres activations au niveau d'autres modalités sensorielles aussi. Fait que là, je me posais la question, c'est quoi votre objectif d'amener cet outil-là? Alors, nous, c'est évidemment pour il y a deux choses. Nos partenaires qui sont un petit peu comme vous, là, dans des laboratoires, veulent avoir des environnements plus valides en termes écologiques, là, donc ils veulent pouvoir sortir finalement les sujets de laboratoire. Et ce qu'ils n'hésitent pas à faire, c'est finalement faire des full Skype et puis remapper ce qu'ils ont comme signaux sur le contour de l'oreille. Et avec ça, ils sont capables ensuite de faire des études plus in vivo, qui ont plus de validité selon eux. Donc ça, c'est pour eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des applications qui sont vraiment des applications un petit peu plus farfetch là, mais
où on s'intéresserait par exemple un petit peu à l'attention auditive. Donc être capable de décoder l'attention et éventuellement même la charge cognitive. Donc par exemple j'ai une étudiante là qui va partir dans le cadre d'un projet Erasmus Mundus à Oldenburg et à Oxford. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est vraiment capable de détecter la charge cognitive avec l'idée que on pourrait, en fait, la très très longue picture, c'est que voilà, c'est que beaucoup de gens qui sont dans l'audioprothèse et dans les implants cochléaires s'intéressent beaucoup à avoir une information sur le circuit, sur le système efférent, et être capable de décoder. Est-ce que là tu portes attention à ma voix ou au cri dans le couloir? Et si la prothèse auditive est capable de savoir ça, évidemment, ça va être très intéressant pour pouvoir se loquer sur un stream audio plutôt qu'un autre. Et donc tout ce qu'on peut faire pour avoir accès finalement à cette attention auditive va dans le bon sens. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là que nous, notre projet s'inscrit. Juste avoir accès par un système très simple, non obstrusif, à des signaux qui peuvent être intéressants pour le traitement audio et l'aide audio. Donc vous pourriez faire de la P300 avec ça, si oui, je comprends c'est ce bien. qu'on en fait. Ouais, c'est ce que... Merci. Une autre question? Moi j'en ai une. Tu vas me dire que peut-être que vous avez aussi des projets en cours vraiment là-dessus, parce que je comprends que c'est ce que vous êtes occupé à développer maintenant. Moi, ça m'intéresse beaucoup ce que tu peux avoir comme signal sur les phases respiratoires. Et parce que tu disais, tu pourrais même voir est-ce que les gens respirent par le nez, est-ce qu'ils respirent par la bouche. Tu différencies ça par rapport au type de son que produisent l'une ou l'autre respiration. Exact. Que tu dois normaliser sur chaque personne, ou vraiment tu peux... Il y a les deux. On peut avoir pour faire de la classification, c'est mieux d'avoir un entraînement et de pouvoir individualiser, c'est plus simple. Mais ça peut aussi marcher avec sans training de façon un peu plus générique, mais avec des moins bons scores. Mais c'est pas très compliqué non plus de l'individualiser. L'apprentissage est très rapide. C'est ça. Est-ce que tu penses qu'on pourrait calibrer... Alors moi, ça m'intéresse. Moi, je mesure évidemment la capacité pulmonaire, la quantité d'air qui est inspirée. Mais ça demande des sangles particulières. On se promène pas vraiment avec ça. Ou c'est embêtant en tout cas. Donc tu crois qu'on pourrait transformer ça, on pourrait avoir un calcul, une estimation en tout cas de l'air... Oui, là l'étudiant qui a travaillé là-dessus, Alexis, vient juste de terminer sa maîtrise et tu pourras venir éventuellement sa soutenance qui est début novembre. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé le BioHarness pour avoir des données comparatives. Et donc on peut donner la référence de l'un vers l'autre. Ok. Donc voilà. Mais là, on s'intéressait beaucoup à la pulsation cardiaque. Après, on peut s'intéresser à beaucoup de signaux. Ce que j'ai pas dit, c'est que bon, évidemment, vous savez que les interfaces homme-machine sont d'intérêt pour beaucoup de compagnies. On pense à l'intelligence artificielle, etc. Beaucoup de machines aimeraient bien savoir dans quel état vous êtes en ce moment. Donc, on peut bien sûr lire les ondes cérébrales, mais très simplement avec les systèmes acoustiques, on peut avoir des tas d'idées. Si vous baillez depuis un quart d'heure à ma présentation, la machine peut savoir que vous ennuyez, ou je peux le savoir, moi je le savais, mais la machine pourrait le savoir. Si vous déglutissez, si vous toussez, etc. C'est des tas d'informations qu'on peut accumuler. Et donc, en classifiant et comptant tous ces événements-là, finalement, la machine peut en savoir plus sur l'humain qui est en train de porter le device. On pourrait peut-être monitorer des problèmes de déglutition. Oui, exactement. On l'entend très bien, la déglutition. On l'entend. Alors, il y a des tas de collaborateurs qui m'approchent. Il paraît que c'est symptomatique de plein d'autres choses aussi. Oui. Ok, un super merci Je t'en prie. à toi, et merci aux gens qui nous ont suivis à distance aussi. On était 20 personnes finalement en ligne. Merci à vous tous. Merci.